Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers élèves. L'humanité vit l'une de ses pires heures, une heure sombre, ce qui nous amène ou ce qui nous exige des comportements inédits. Sur ce, nous devons respecter les règles édictées par l'OMS, les règles édictées par nos autorités. Et nous sommes en philosophie. Quelqu'un me taquinait ce matin en me disant « mais philosopher, c'est apprendre à mourir ». Je dis non, philosopher, c'est apprendre à vivre. Philosopher, c'est l'art justement de la jouissance, jouir de la vie. Et André Comte-Sponville, je suis d'accord justement avec cette assertion lorsqu'il dit que philosopher, c'est et toute la question de la philosophie ou toutes les questions philosophiques se ramènent à la question comment vivre. Mais elle implique aussi le comment vivre avec les autres, comment vivre avec autrui. D'où justement le titre de notre chapitre aujourd'hui, autrui et la personne. Pourquoi nous avons opté pour ce chapitre? Parce que c'est un chapitre cardinal dans l'enseignement de la philosophie en terminale. C'est un chapitre qui a des ramifications avec le chapitre sur la liberté, le chapitre sur la conscience, le chapitre sur les droits humains. Ok. De façon méthodique, nous allons vous amener à prendre note au fur et à mesure que nous parlons, mais aussi à voir comment on peut se débrouiller dans l'apprentissage de certaines leçons. Voilà. Il faut prêter attention aux concepts qu'on utilise. Il faut prêter attention aux problématiques, aux différentes questions que nous développerons justement lors de cette séance. Donc, d'abord, les grandes problématiques dans ce chapitre. Les grandes problématiques. La première peut être d'ordre définitionnel. Qui est autrui? Qu'est-ce que la personne? Qui est autrui? Qu'est-ce que la personne? Ces questions apparaissent anodines et pourtant, lorsque nous allons commencer, vous allez voir que la définition de ces concepts ne vont pas la définition de ces concepts-là ne va pas de soi. Nous allons voir qu'il y a des évidences qui vont commencer à s'extomper. La deuxième question, c'est peut-on avoir une relation totalement pacifique avec autrui? Une relation sans conflit avec autrui est-elle possible? Autrement dit, est-ce que dans mon rapport avec autrui, on peut épurer justement de ces relations-là tout conflit possible, qu'il soit latent ou patent, autrement dit, qu'il soit explicite ou implicite. La troisième question, c'est peut-on connaître autrui? Peut-on connaître autrui? La question paraît anodine, mais elle n'est pas anodine, puisque nous voyons que après 20 ans d'amitié, après 20 ans de mariage, etc., on finit par dire « je ne savais pas ». Souvent, on finit par dire « je ne savais pas que tu étais comme ça ». Ce qui veut dire qu'on a vécu avec quelqu'un pendant des années sans justement savoir qui est la personne réellement, qui est la personne avec qui nous passons notre vie. Peut-on connaître autrui? Peut-on connaître autrui? Peut-on connaître autrui? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Voilà.
la troisième question va nous ramener à une question centrale en philosophie. C'est pourquoi doit-on respecter la personne? Pourquoi doit-on respecter la personne? Ou au nom de quoi doit-on respecter un individu, une personne? Pourquoi doit-on respecter une personne? Au nom de quoi? Donc, voilà un peu les grandes problématiques qu'on peut rencontrer lors de ce chapitre-là, sous forme de devoir, de dissertation. Voilà. Après la problématique, nous allons essayer de répertorier quelques concepts qui vont vous permettre de mieux comprendre le cours. C'est-à-dire que la compréhension de ce cours-là passe par la compréhension de ces concepts-là. Parce que philosopher, c'est aussi conceptualiser. Et un bon devoir de dissertation passe aussi par une bonne conceptualisation. Pour que votre devoir soit lisible et compréhensible, il faut utiliser des concepts bien définis. OK. Donc, on a les concepts centraux. Premier concept central, ça peut être quoi? Le personnalisme. Un concept qui me vient en tête, c'est alter ego. Un concept qui s'apparente justement à ce concept-là, c'est l'altruisme. Le concept d'altruisme. Le concept aussi d'un individu, l'individuation. Il y a aussi le concept d'opacité existentielle. L'opacité. Une opacité existentielle. Voilà. Mais au fur et à mesure, nous pouvons vous rappeler aussi d'autres concepts. Il y a le concept de semblable. On entend le plus souvent dire autrui c'est mon semblable. Le prochain. C'est mon prochain. Voilà un peu les concepts auxquels on aura affaire justement dans ce cours. Sans plus tarder, nous allons lancer le premier point. L'approche définitionnelle. L'approche définitionnelle. 1. Autrui. Qui renvoie à la première question au niveau des problématiques. Qui est autrui? Le plus souvent, on entend dire que autrui, c'est mon semblable. Autrui, c'est mon semblable. Autrui, c'est mon semblable. Une réponse. Mais est-ce que cette réponse-là ne pose pas de problème? Quand vous dites autrui, c'est mon semblable, ce n'est pas évident. Mon semblable, on se ressemble sur quel point? C'est ça la question. Est-ce que l'animal ne peut-il pas être mon semblable? N'y a-t-il pas de ressemblance entre l'animal et moi, entre l'animal et la personne? Par exemple, la volonté de vivre. Nous pouvons dire que l'animal est notre semblable du point de vue justement de la volonté de vivre. Donc, dire qu'autrui est un semblable, c'est une définition, mais une définition qui ne résiste pas à la problématisation. Nous entendons souvent dire que autrui est un autre moi qui n'est pas moi. Autrui est un autre moi.
qui n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette assertion? Autrui est un autre moi qui n'est pas moi. Il faut entendre par cette assertion qu'autrui est un autre sujet. Un autre sujet qui se présente à moi. Qu'est-ce qu'il faut entendre par sujet? Il faut entendre par sujet un être doté de volonté. Un être doté de volonté. Un être doté de capacité. Il a aussi la capacité d'agir. Capacité d'agir, capacité de vouloir. D'où justement peut naître le rapport conflictuel avec autrui. Et on viendra. Donc si nous revoyons les différentes définitions, nous voyons qu'autrui est un semblable. Et cette définition ne satisfait pas en ce sens que le semblable peut être l'animal, au point que nous avons des points communs avec l'animal. Nous disons qu'autrui est un autre moi qui n'est pas moi. Autrement dit, autrui est un sujet qui est doté de volonté, qui est doté de capacité. Donc voilà un peu les différentes définitions qu'on peut donner à autrui. Et dire qu'autrui est un être doté de volonté et un être doté de capacité d'agir, c'est dire qu'autrui est un alter ego. Autrement dit, un autre avec justement sa singularité, un être avec sa spécificité. Donc, entendons par alter ego, spécificité, différence, et quoi encore? Particularité. Voilà, bien entendu, les différentes définitions d'autrui. On va prendre ici une définition que donne Edmund Husserl dans son ouvrage Méditation cartésienne. Il dit ceci: le premier étranger en soi, le premier non-moi, c'est l'autre moi. Mais pourquoi Edmund Husserl dit que le premier étranger en soi, le premier non-moi, c'est l'autre moi, autrement dit, c'est autrui? Parce que, tout simplement, autrui se présente à moi de façon apparente, mais dans le fond, sa connaissance pose souvent problème. Voilà. Donc, nous allons revenir au concept au deuxième concept, à savoir la personne. Si nous suivons cette définition jusqu'au bout, nous verrons que autrui est un autre sujet qui se présente à moi. On peut encore dire qu'autrui, c'est une personne qui se présente à moi. Si vous demandez au sens commun, si vous demandez à monsieur tout le monde qui est autrui, il vous dira il vous dit le plus souvent, autrui c'est la personne qui se présente à moi. Mais qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qu'une personne? La question se pose aujourd'hui parce que avec le développement de la technologie, on a des automates qui répondent à certaines caractéristiques de ce qui a été, de par le passé, les caractéristiques les plus éminentes de l'être humain, de l'homme. On avait demandé à Turing, qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et la machine? Turing avait dit que c'est la capacité, bien entendu, c'est l'incapacité de la machine à formuler un dialogue, à entretenir un dialogue avec son vis-à-vis, autrement dit, avec l'homme. Et Descartes, dans la méditation métaphysique, avait dit, si je suis assis à côté de ma fenêtre et je vois passer des choses avec un manteau, avec un chapeau, qu'est-ce qui me prouve que ce ne sont pas des automates? C'est bien entendu, il dira, la capacité de ces êtres-là à me formuler justement une parole. Mais aujourd'hui, on a des machines qui entretiennent des discours
avec l'homme. Mais qu'est-ce que la personne? D'abord, on dira que la personne est un être doté de corps. Doté de corps. Première définition. Mais est-ce que cette définition-là fait la spécificité de la personne? C'est bien vrai que le corps constitue son unité biologique originaire, c'est-à-dire c'est par son corps qu'il se présente en tant qu'état dans le monde. Mais le corps ne suffit pas, bien entendu, de faire d'un être une personne. La preuve en est que les animaux ont des corps, donc on ne peut pas, cette définition-là ne peut pas résumer justement la définition de la personne. Qu'est-ce qu'une personne? Du point de vue religieux, surtout les religions révélées, on vous parlera de l'âme. Une personne est un être doté de corps et d'âme. À cette définition, on peut encore problématiser. Cette définition renferme encore une problématique. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Et depuis le Moyen-Âge, un débat qui avait opposé les religieux aux philosophes depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, cette question n'a jamais trouvé une réponse. Et là, je me pose la question, faut-il définir ce qui paraît par ce qui n'apparaît, par ce qui n'apparaît pas? Peut-on définir la personne qui est un être visible par ce qui est invisible? N'est-ce pas une façon justement de tomber dans un débat interminable? Mais du point de vue religieux, ils insistent sur cet aspect-là, l'âme. L'âme. Ce qui fait la spécificité de l'homme. Donc on ne va pas tarder, on va laisser les religieux avec cette définition-là. Du point de vue rationaliste, donc, du point de vue des philosophes rationalistes, on va nous dire que la personne est un être rationnel, est un être de raison. Un être rationnel, un être de raison. Ce qui fait la personne, c'est sa raison. Mais on va se poser la question, qu'est-ce que la raison? Ceux qui nous donnent cette définition-là, on va leur poser la question, qu'est-ce que la raison? On entend le plus souvent que la raison, c'est cette faculté qui nous permet de distinguer le bien du mal. Une définition. Ce qui nous permet de distinguer le bien, la faculté qui nous permet de distinguer le bien du mal. Mais qu'est-ce que le bien? Mais qu'est-ce que le mal? Vous voyez là que nous tombons bien entendu dans un débat interminable si nous définissons la personne par la raison. Qu'est-ce que la raison? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? On entend tantôt ces mêmes rationalistes dire que l'homme se distingue par sa conscience. Mais qu'est-ce que la conscience? Faculté qui nous permet de distinguer le bien du mal. Mais est-ce que cette définition permet d'épuiser justement la définition de la conscience? La conscience est aussi une faculté computationnelle, une faculté qui permet de calculer. Et si on définit la conscience comme faculté qui permet de calculer, alors nous avons des machines à calculer. Nous avons des automates qui savent calculer. Donc vous voyez que cette définition ne déroge pas à la règle philosophique. Elle est problématisable. Donc ce qui définit l'homme, c'est la raison. On a des gens, des rationalistes qui disent que ce qui définit la personne, c'est la liberté. La liberté. Et de ces philosophes-là qui définissent l'homme comme un être de liberté, la liberté comme le privilège de l'homme,
On peut citer Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, dans Du contrat social, dira que l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Pour dire que la liberté, c'est un privilège ontologique de l'homme. Dieu, je vous rappelle, Rousseau a une connotation religieuse, chrétienne, catholique dans sa philosophie. Il dit, Dieu a fait l'homme libre. L'homme est né libre. C'est la société, bien entendu, qui corrompt cette liberté-là d'une façon ou d'une autre. Voilà. Tout est bien. Il le dit dans Discours sur le fondement, sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, que la liberté et tout est bon sortant de la main de Dieu, tout dégénère dans les mains des hommes. Voilà. Mais la liberté, on va problématiser cette définition qui dit que la personne est un être doté de liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Faut-il définir la liberté comme le fait de faire tout ce qu'on veut, quand on veut, où on veut? Une définition qui est à nos yeux simpliste. On ne peut pas définir la liberté comme le fait de faire tout ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Et vouloir définir la personne par la liberté, c'est tomber dans un débat interminable. Ça me rappelle un peu Paul Valéry, lorsqu'il dit que le concept de liberté est un concept, c'est l'un de ces détestables mots, dont la mémoire est barbouillée de religiosité et de métaphysique, et même de politique. Pour dire que, à toutes les sauces, presque à toutes les sauces, bien entendu, on peut utiliser ce concept-là. Alors, qu'est-ce que la personne? Depuis, nous n'avons pas avancé. Cela ne veut pas dire que les définitions données jusque-là sont fausses, mais pour vous montrer la difficulté de la définition d'autrui, la difficulté de la définition de la personne. Donc, dans un devoir, lorsque vous voyez le sujet, il faut prendre le soin de définir les concepts. J'entends par autrui, par exemple, un être doté et un autre moi qui n'est pas moi. Autrui est un autre sujet qui se présente à moi, un être doté de liberté, un autre doté des capacités d'agir. Donc, prenons la capacité de définir les concepts que nous utilisons dans nos devoirs. Voilà. Donc, deuxième définition. La personne, et nous avons vu que ce concept-là se dérobe à toute définition complète. Lorsqu'on essaie de définir la personne, on définit souvent aussi la personne comme âme et un homme avec grand H. Une personne, c'est un homme avec grand H. Cette définition ne nous fait pas avancer. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ça me rappelle un peu l'anecdote de Platon. Platon qui avait défini un jour l'homme comme un bipède sans plume, et Diogène, le cynique, qui avait entendu cela, alla plumer un poulet et vint le brandit au peuple et dit: voilà les gens, voilà l'homme de Platon. Vous voyez comment une définition peut paraître dérisoire lorsqu'on essaie bien entendu de se focaliser sur les mots utilisés, un bipède sans plume. Voilà. Donc, nous dirons avec Jean Grenier que toute définition de l'homme, de la personne, d'autrui, est un inventaire incomplet. Et pour utiliser son terme, il va dire que toute définition d'autrui, toute définition de l'homme est une mutilation, un inventaire incomplet. Parce que si nous disons que l'homme est un être de liberté, nous laissons de côté des aspects tels que la raison. Si nous disons que l'homme est un être de raison, nous laissons de côté justement sa liberté. Si nous disons que l'homme est un être d'âme, alors nous laissons de côté son corps. Donc, on va aller vers la seconde problématique qui est la problématique de la connaissance d'autrui. De la première problématique, nous allons vers la deuxième problématique, le problème de la connaissance d'autrui.
Nous allons l'intituler ainsi. Le problème de la connaissance d'autrui. On entend souvent dire, je ne savais pas que tu étais comme ça. Malgré les 20 ans de vie commune là, je n'avais pas découvert cette face-là. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Ça dégage une telle affirmation banale, dégage une forme de philosophicité, si on peut le dire. Ça pose le problème justement de la connaissance de l'autre. Peut-on connaître autrui? Peut-on connaître l'autre? Ce sont des sujets qu'on rencontre, des sujets de dissertation qu'on rencontre. Bien entendu, si c'est une dissertation, il faut donner des arguments qui nous disent qu'on peut tenter de connaître autrui. Voilà. Et le premier argument, c'est le raisonnement analogique. On peut essayer de connaître l'autre par le raisonnement, la connaissance. De l'autre par le raisonnement analogique. Qu'est-ce que le raisonnement analogique? Le raisonnement analogique, c'est un raisonnement qui consiste justement à projeter sur l'autre ce que je concevrais justement comme relevant d'une façon d'être de tout le monde. Si j'aime ma vie, le raisonnement analogique doit me conduire à dire que autrui que j'ai en face aime sa vie. Si la douleur me fait gémir, cela veut dire que le fait de voir l'autre gémir présuppose une forme de souffrance. Donc, le raisonnement par analogie permet de raisonner à l'endroit d'autrui comme s'il relevait de notre propre personne, comme s'il avait les mêmes caractéristiques que nous. J'aime la vie, je suppose que l'autre aime la vie. Je vois l'autre avec des larmes, je suppose qu'il est triste. Mais la question qu'on va se poser à la connaissance de l'autre par le raisonnement analogique, c'est que, est-ce que cette façon de saisir l'autre n'est pas une façon de nier sa singularité? N'est-ce pas une façon de nier la spécificité de l'autre? Nous n'avons pas vécu les mêmes choses, ce qui veut dire aussi que nous ne donnons pas les mêmes réponses aux mêmes stimulus. Voilà. Donc, on peut pleurer avec, bien entendu, des larmes de crocodile. Donc, nous sommes en train de dire que si le raisonnement, la connaissance de l'autre par le raisonnement analogique est une forme de connaissance qui permet de saisir l'autre, cette saisie-là est approximative. Cette connaissance-là est approximative. Elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale en ce sens que l'autre présente une forme de singularité qu'on ne peut pas saisir par le simple raisonnement par analogie. Voilà. On a aussi la sympathie. La relation de sympathie que nous avons souvent dans la communauté des êtres humains nous amène justement à franchir la barrière que l'autre nous tend et de rentrer dans son intimité et de vivre les mêmes sentiments que lui. D'où l'étymologie sum. Sympathia qui veut dire avec, en grec, avec sentiment, avec sensation. Donc, la sympathie est un état d'âme qui nous permet de traverser souvent la vitre que l'autre tend face à nous et permet de rentrer dans son intimité. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que la sympathie
permet de nous connaître réellement l'autre. Est-ce que la sympathie ne peut même pas être un obstacle dans la connaissance de l'autre? Parce que là où il y a sensation, là où il y a émotion, souvent la rationalité se tait. Je dis souvent, pas tout le temps. Souvent la rationalité se tait. Pourquoi, par exemple, les mères ne sont pas les plus habilités à dénoncer leurs fils, quand bien même qu'ils sont souvent des malfrats? C'est justement cette sympathie, c'est justement cette affection qui les lie. Donc, cette affection peut être un obstacle à la connaissance de l'autre. Voilà. Donc, nous allons résumer. À la question de savoir peut-on connaître autrui, nous pouvons dire que il y a une tentative de connaissance de l'autre. On peut acquérir une forme de connaissance de l'autre par le biais du raisonnement logique, par le biais de la sympathie. On peut aller plus loin pour dire aussi par le biais de la communication. Plus l'autre communique, plus l'autre parle, il se dévoile. Hein? La parole est une façon justement de se dévoiler. Voilà. Et dans ce que nous disons, nous pouvons nous laisser prendre, en ce sens que nous dévoilons certains états d'âme dans nos dires. Nous dévoilons un pan de notre éducation dans nos dires. Donc, cela n'est pas... ces deux façons de faire là ne permettent pas de saisir autrui dans sa totale réalité, si je peux le dire. C'est comme s'il y avait une opacité existentielle. C'est comme si il y avait quelque chose d'indépassable chez l'autre qui fait justement son être. Et beaucoup de philosophes sont allés dans ce sens-là. Par exemple, Emmanuel Mounier, le père du personnalisme, qui dit par exemple que l'autre est un fond autrui, l'autre est un fond insaisissable. Un fond insaisissable, une présence plutôt qu'un être, une présence active et sans fond. Il le dit. Toute personne est une présence plutôt qu'un être étalé, une présence active et sans fond. S'il n'est pas présent, s'il n'est pas un être, mais une présence, pour dire qu'il se dérobe à toute tentative de saisie, parce que, comme il le dit lui-même, il y a une forme d'opacité en tout être humain. L'homme, c'est aussi le secret. Ce que nous faisons dans nos chambres, dans notre intimité, nous ne pouvons pas justement dévoiler tout ça aux yeux du monde, sans cesser d'être nous. C'est ce qui fait aussi la part justement de notre humanité, cette part de secret. Donc, nous allons dire que la connaissance d'autrui est problématique. Et ça nous rappelle un peu l'étymologie du mot personne. Personne qui vient du latin, persona, qui veut dire masque. C'était les masques que portaient les hommes de théâtre dans la Rome antique. Donc, disons que tout être humain porte justement des masques. Et cette opacité-là devient plus accrue avec les rôles sociaux. Un militaire, dans sa fonction, lorsqu'il est de garde, même si un membre de sa famille passe, il ne peut quand même pas se mettre à les sourire. Donc vous voyez que les rôles sociaux accentuent ce masque-là, accentue de plus en plus l'impossibilité justement de connaître l'autre. Et ça nous amène à une question de contemporanéité, à savoir la question des réseaux sociaux. La possibilité de connaissance de l'autre devient de plus en plus difficile avec l'ère du réseau social numérique, à savoir Facebook, WhatsApp, où justement on fait semblant de laisser paraître un pan de notre existence sur ces réseaux sociaux numériques-là, pourtant ce qui n'est pas souvent nous, ce qui n'est pas notre être véritable.
Le troisième point va nous amener à analyser les relations interpersonnelles. 23. Analyse des relations interpersonnelles. Cette partie répond à une problématique citée plus haut ici. Une relation totalement pacifique avec autrui est-elle possible? Peut-on avoir une relation interpersonnelle sans conflit, qu'il soit patent ou latent? Il y a une première thèse, qui est la thèse de la lutte pour la reconnaissance, qui dit non, il ne peut pas y avoir de relation pacifique interpersonnelle. Ce n'est pas possible. Il y a toujours dans les relations interpersonnelles un conflit, latent ou patent. Donc, petit 1, la théorie de la lutte pour la reconnaissance. Lorsqu'on parle de la théorie de la lutte pour la reconnaissance, c'est une théorie d'abord édictée par le philosophe allemand Friedrich Hegel dans Phénoménologie de l'esprit. Il dit que la conscience, toute conscience est avide de reconnaissance. Et lorsque deux consciences se rencontrent, automatiquement, une lutte sanglante s'engage entre elles. Et celle qui perd se soumet et devient justement l'esclave de la conscience qui a convaincu. Cela est un peu métaphysique. Mais on peut dire que les relations interpersonnelles sont d'abord une relation conflictuelle du point de vue de conscience. Prenons l'exemple d'un élève qui rentre dans une classe. À la rentrée, déjà, ils n'ont pas délégué un chef de classe. Il arrive, par sa façon de regarder les autres, par sa façon de se comporter, il arrive, il prend le chiffon, il efface le tableau, il demande aux gens, de bien s'asseoir. De façon caricaturale, dans la perspective justement de Hegel, il a vaincu les autres. Dans cette lutte de conscience, il est sorti justement vainqueur et il a soumis les autres. On peut aller plus loin en prenant l'exemple de la salutation. Vous êtes assis, une personne qui arrive, par sa façon de vous regarder, vous sentez justement le manque de reconnaissance. Il ne vous reconnaît pas en tant qu'humain, il ne vous reconnaît pas en tant que conscience. Cela peut conduire à des conflits. Donc, selon la théorie de la lutte pour la reconnaissance, on ne peut jamais avoir de relations totalement pacifiques. Il y a toujours des relations conflictuelles. Latente soit-elle. Voilà. Donc, il y a une forme de lutte pour la reconnaissance. Et c'est dans cette lutte pour la reconnaissance, là, sûrement que vous avez dans vos cours rencontré ce concept-là, la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire qu'à la suite de cette lutte-là, la conscience qui a vaincu devient maître, je dirais maîtresse, et celle qui a perdu devient esclave. Donc elle se soumet. Mais dans le registre de la dialectique hegelienne, l'esclave peut recouvrer sa liberté par le travail. Et le maître, qui est devenu maître, s'enlise dans l'oisiveté, c'est-à-dire qu'il se laisse aller dans l'oisiveté, ce qui fait que devient dépendant de l'esclave. D'où la dialectique du maître et de l'esclave. Et l'esclave peut reprendre sa liberté par le biais du travail, ce qui fait appel à un autre chapitre, justement là, le chapitre sur le travail. Mais on ne peut pas avoir de relations interpersonnelles sans conflit. Latent ou patent, parce que tout simplement, il y a aussi le fait que l'autre part, son regard le chosifie. Il me regarde comme les autres choses du monde. Et au-delà du corps que nous avons évoqué plus et de par le passé, au-delà du corps
que avec lequel l'autre se présente, il y a un visage. Au-delà de ce visage, il y a des yeux. Au-delà de ces yeux, il y a une intention que je ne pourrai jamais détecter. Il y a une possibilité de détecter à vue d'œil l'intention de l'autre par son regard, me réduit ma liberté, me met dans une situation pas très confortante, une situation qui m'amène, qui l'amène, ou justement qui m'amène à me poser des questions sur mon être, une situation qui est jugée inconfortable. C'est ce qui amène un peu Jean-Paul Sartre, par le biais d'un personnage dans son roman intitulé Huis clos, a dit que l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres en ce sens que l'autre par son regard me rappelle ma responsabilité. Il dira que la honte, c'est la honte de l'autre. La structure de la honte, c'est la honte à la troisième personne. Pour dire que la présence de l'autre m'amène dans une situation de repli, en ce sens que je ne peux pas me laisser aller comme je veux. Dans une salle, lorsque je rentre dans une salle, je ne peux pas me permettre à illuminer comme je veux, à parler comme je veux, parce qu'il y a les autres. Donc la présence de l'autre réduit ma liberté. Nous allons aborder, mais la relation interpersonnelle ne se résume pas à une relation conflictuelle. Il y a aussi ce que j'ai appelé l'indispensabilité de l'autre. La théorie de l'indispensabilité. Même si mon rapport à l'autre est un rapport conflictuel, même si c'est un rapport qui réduit ma liberté, autrui est indispensable à mon existence. Il est là, en principe, comme nourriture maternelle. Il est là en amont et en aval de mon existence. En amont, en ce sens que je suis le projet de deux êtres. En aval, en ce sens que, en principe, autrui sera mon fossoyeur. C'est lui qui sera là le jour de mon enterrement. J'ai dit en principe. Voilà. Donc, on a un rapport toujours un rapport qui appelle toujours l'autre dans mon existence. Le caractère indispensable de la présence de l'autre. Et l'autre apparaît comme un miroir à ma personne. Un miroir en ce sens que c'est l'autre par son jugement qui me rappelle qui je suis, c'est l'autre par son jugement qui me mesure. Je ne peux pas me prétendre meilleur footballeur lorsque les autres ne l'ont pas dit, lorsque les autres ne l'ont pas reconnu. Donc, autrui indispensable à mon propre perfectionnement, autrui indispensable pour mon bien-être. Lorsque nous voyons la théorie, la pyramide de Maslow, une pyramide qui établit les besoins, nous verrons qu'Abraham Maslow, psychologue, a mis le besoin d'estime parmi les autres besoins. Il a mis aussi le besoin de reconnaissance. Donc, si la reconnaissance se présente comme un besoin, alors autrui est indispensable à mon équilibre, à mon bien-être. Voilà. Donc, si nous allons récapituler, le rapport interpersonnel est un rapport fait de conflictualité au nom justement de la lutte pour la reconnaissance. Cependant, il faut noter que même si le rapport à l'autre est un rapport conflictuel, cela ne saurait réduire, cela ne saurait m'amener à oublier le caractère indispensable de l'autre. Je suis ce que je suis parce que je suis avec les autres. Un peu ce que Joseph Kizerbo appelle le paradigme d'Ubuntu dans un ouvrage à titre posthume et repère pour l'Afrique. Le paradigme d'Ubuntu. C'est un paradigme
qui nous amène à nous rappeler que si nous sommes ce que nous sommes, paradigme d'Ubuntu. Vous pouvez faire des recherches dessus. C'est un terme qui le reprend du Zulu, Ubuntu. Voilà. Et le paradigme dit, nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes tout simplement avec les autres. Ce qui nous amène alors à rentrer dans le 4e point de notre présent chapitre. Nous allons aller vers un point 4 qui peut être le point final de notre cours. Les éthiques de la personne. Il s'agit là des discours qui tendent à faire justement de la personne une valeur intrinsèque. On les appelle encore des humanismes. Humanisme. Un discours qui fait de l'humain, qui fait de la personne le centre de son développement, le centre de ses articulations. Donc, nous avons des éthiques de la personne. Elles sont nombreuses. Presque toutes les sociétés ont des éthiques de la personne. Mais nous allons nous focaliser sur deux philosophes. Emmanuel Kant, philosophe allemand, et Joseph Kizerbo, penseur et philosophe burkinabé. Voilà. L'humanisme d'Emmanuel Kant. L'humanisme d'Emmanuel Kant. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, qui est un ouvrage central de la morale kantienne, il dit il faut respecter la personne. Tout simplement parce qu'elle a une valeur intrinsèque. Une valeur qui ne dépend pas d'un autre être extérieur à lui. Sa valeur est une valeur qui dépend de son être. On doit respecter l'homme. D'où, justement, son principe catégorique qui dit agis de telle sorte que tu traites toujours bien dans ta personne que dans la personne de tout un autre, toujours comme une fin, mais jamais comme un moyen. Autrement dit, nous ne devons jamais traiter les autres comme des moyens, mais nous devons les traiter comme des fins en soi, des valeurs, la valeur suprême. Nous devons traiter nos semblables avec tout le respect qu'il faut, tout simplement parce que ces êtres-là, nos semblables, parce que la personne est une valeur en elle-même. Elle n'a pas besoin d'autres justifications pour être respectée. Voilà. On doit le respecter au nom de sa valeur intrinsèque, au nom de sa dignité. Le deuxième, c'est le principe, le paradigme d'Ubuntu. Le paradigme d'Ubuntu que Joseph Kizerbo décline dans son ouvrage intitulé Repères pour l'Afrique. Il dit, nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes avec les autres. Et le jeu n'a de sens que dans le rapport, bien entendu, avec le nous. Le jeu n'a d'importance que dans son rapport avec le nous. Et une autre citation qu'il donne dans Éducation au péril, qui est le nœud gardien de ce paradigme d'Ubuntu là. Il dit, en premier lieu,
vient l'homme lui-même. La valeur des valeurs, celle qui donne sens à toutes les autres, comme source et ressource suprême, comme ingénieur des moyens et des fins. Éduqué ou périr, édition L'Harmattan, 1990. Donc, l'homme vient en premier lieu. C'est un humanisme. Ce discours de Joseph Kizerbo est un humanisme, en ce sens que ce discours-là met l'homme au centre de la préoccupation. Vient en premier lieu l'homme lui-même. La valeur des valeurs, celle qui donne sens à toutes les autres, comme source et ressource suprême, comme ingénieur des mots, des moyens et des faits. Voilà ce que les éthiques de la personne disent. Il faut respecter l'autre au nom de sa dignité. Il faut respecter l'autre parce que l'autre est une valeur intrinsèque. Mais, comme nous sommes en philosophie, on va ouvrir une perspective, mais qu'est-ce que la dignité? Qu'est-ce que la dignité? On ouvre une perspective pour ceux qui veulent continuer à philosopher. Quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans la Méditerranée, on nous parle des droits de l'homme, on nous parle de la dignité humaine, mais les barrières qui sont érigées au niveau des frontières de la Méditerranée, empêchant les migrants de rentrer, ou les migrants africains, ou les Syriens, on peut se poser la question, mais quel droit de l'homme, mais quelle dignité pour la personne? Ou on regarde le titre, on regarde l'horizon d'arrivée pour accorder une forme de dignité, ou est-ce que la dignité est en fonction de ce qu'on possède? Comme de façon pédagogique, nous avons le devoir de rappeler tout ce qu'on a dit pour que ceux qui n'avaient pas compris certains aspects puissent mieux les saisir. D'abord, nous évoquons les différentes problématiques. Qui est autrui? Qu'est-ce que la personne? Une relation interpersonnelle pacifique avec autrui est-elle possible? Peut-on connaître autrui? Pourquoi doit-on respecter une personne? Dans ce chapitre-là, au premier point, nous avons essayé, dans l'approche définitionnelle, de définir autrui. Et nous avons dit qu'autrui, c'est notre semblable. En disant qu'autrui est notre semblable, nous voyons que cette définition est problématique. Semblable en fonction de quoi? Les animaux ne sont-ils pas nos semblables? Nous avons dit qu'autrui est un alter ego avec sa différence, avec sa spécificité. Nous avons essayé de définir la personne. Nous avons dit que la personne est un être doté de corps. En plus de ce corps-là, selon les religieux, la personne est dotée d'âme. À cette définition, nous posons la question, mais qu'est-ce que l'âme? Peut-on définir ce qui est visible à partir de l'invisible? Ne tomberons-nous pas dans un débat interminable? Alors, nous avons dit que l'homme se définit par sa liberté, comme l'avaient dit les philosophes rationalistes. Mais à cette définition, nous dirons, nous avons problématisé en disant, qu'est-ce que la liberté? Cette définition pose le problème de la définition de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Nous avons dit que la personne est un être doté de raison. Mais qu'est-ce que la raison? On nous dira que c'est la faculté qui nous permet de discerner le bien du mal. Mais qu'est-ce que le bien? Mais qu'est-ce que le mal? Alors, voilà un certain nombre de définitions renvoyant à autrui et à la personne, mais lesquelles définitions n'échappent pas à une problématisation. Comme vous le savez, nous sommes en philosophie et les questions sont plus essentielles que les réponses, comme le disait Karl Jaspers. Nous avons posé le problème justement de la connaissance d'autrui. Peut-on connaître autrui? Pourquoi après plus de 20 ans de mariage, de 20 ans d'amitié, on finit par dire « je ne savais pas que tu étais comme ça ». Et nous avons essayé de dire que le raisonnement à la logique, la sympathie sont deux éléments qui permettent de briser les barrières avec autrui et de rentrer dans son intimité pour saisir un tant soit peu ce qu'il est. Mais nous avons vu que ce sont des types de raisonnement qui nient la singularité, qui nient la spécificité de l'homme. L'homme
ce fonds insaisissable là, se laisse-t-il saisir par ces différents mécanismes là? Nous avons vu que ces mécanismes sont imprégnés d'affectivité qui empêchent la connaissance de l'autre. Aussi, nous avons posé la problématique des relations interpersonnelles. À la question de savoir une relation totalement pacifique avec autrui est-elle possible, nous avons vu qu'au nom de la théorie, au nom de la lutte de la reconnaissance, cela apparaît un peu impossible. Parce que la conscience est avide de connaissance, de reconnaissance. Et lorsque deux consciences se rencontrent, automatiquement, une lutte s'installe entre elles et cette lutte-là se traduit par des conflits latents ou patents. Nous avons vu que même si notre rapport avec autrui est imprégné de conflits, il faut reconnaître que autrui est indispensable. Autrui est indispensable en ce sens que autrui est obligatoirement dans mon existence, en amont et en aval. En amont avec comme une rupture essentielle maternelle. En aval, en principe, l'autre comme mon fossoyeur quand je suis malade.